Nous allons bientôt sortir de l'hiver et c'est peut-être le moment de jeter un coup d'œil historique sur ce que nous allons changer, ce que nous allons abandonner, nos vêtements. L'occasion excellente en est la parution d'un ouvrage d'Odile Blanc, Parades et parures, le sous-titre que nous allons expliquer, indiquant ce que vise ce livre, l'invention du corps de mode à la fin du Moyen-Âge. Cet ouvrage vient de paraître chez Gallimard dans une nouvelle collection, Le Temps des images, dirigée par François Lissarag et Jean-Claude Schmitt, collection qui s'annonce tout à fait passionnante par ses intentions qui est d'étudier les images, de confronter les textes et des images et de faire bénéficier l'histoire d'une nouvelle lecture de ces images comme document d'histoire. Pour parler de l'ouvrage d'Odile Blanc, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire l'auteur, Odile Blanc, chargé de mission au musée des tissus de Lyon, Jacques Chiffolo, professeur à l'université d'Avignon, et Michel Pastoureau, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, 4e section des sciences philologiques et historiques. Odile Blanc, je vous pose la question que je pose habituellement à tous les invités de cette émission. Pourquoi ce livre ? Pour amener quelque chose de nouveau dans l'histoire du costume, de laquelle j'ai voulu absolument me démarquer, en ne travaillant pas sur des transformations de formes vestimentaires, bien que à la période sur laquelle j'ai travaillé, donc à la fin du Moyen-Âge, au milieu du XIVe siècle, s'amorce une transformation radicale dans les façons de se vêtir, donc dans les formes vestimentaires, mais aussi une attention toute particulière aux façons de s'habiller. Et l'invention, ce n'est pas seulement des changements de forme, c'est aussi une nouvelle attention au corps. Donc corps de mode, bien que la mode soit un terme beaucoup plus moderne, pas propre au Moyen-Âge dans le sens où on l'entend encore aujourd'hui, mais qui signifie tout de même manière, usage, mœurs, donc qui rentrait tout à fait dans mon propos, et corps de mode, puisque j'ai travaillé sur un ensemble d'images où le vêtement est toujours présenté sur des individus qui ont un rôle, une fonction dans le cadre des miniatures et donc un statut social à présenter. Donc le corps de mode, c'est l'histoire, non pas des différents types de costumes, mais plutôt des personnages en action. Oui, je crois que nous pouvons dire, Odile Blanc, pour ne pas avoir à revenir, car c'est en dehors de notre sujet de ce livre, mais je crois quand même que c'est important, que vous avez été visiblement dans vos recherches, dans votre problématique, comme on dit, influencé par un ouvrage célèbre de Roland Barthes, Le système de la mode, paru en 1967, et je suis quant à moi très heureux de placer aussi ce livre et ce débat comme un hommage à ce grand esprit et à ce remarquable historien, sociologue, je ne sais pas, de ce phénomène passionnant de la mode. Nous allons voir quand se situe chronologiquement votre étude. Je rappelle tout de suite la belle expression que vous-même rappelez au début de votre ouvrage. Il y a à peu près au cœur de cet ouvrage le temps de Charles VI, au tournant du XIVe au XVe siècle, et vous rappelez le mot de Michelet, la Babel des costumes. Alors, avant de nous lancer dans des choses aussi passionnantes et profondes que celles qu'évoque le mot de Michelet, je voudrais que vous disiez quelques mots de problèmes fondamentaux qu'il se pose certainement.
Vous avez écrit ce livre en regardant, en analysant, en commentant des images, essentiellement des miniatures. Est-ce que vous pensez que ces miniatures représentent des costumes réels ou est-ce qu'ils portent la marque de l'imaginaire de l'époque et en particulier, bien sûr, l'imaginaire de l'artiste? Ce sont sans doute des vêtements réels, mais aussi des vêtements imaginaires, puisque c'est un ensemble de miniatures qui figurent dans des manuscrits, qui sont commandés et faits par et pour surtout l'aristocratie. Donc, nécessairement, ces personnages qui seront présents dans ces images sont des personnes telles que les voit, je pense, l'imaginaire aristocratique du temps. Donc, pour certains d'entre eux, on y reviendra sans doute, on a des figures exemplaires, par exemple celle de l'homme mécanique, du paysan, du bourreau, du roi, qui sont des personnages réels sans doute, mais surtout, tels que je les ai vus, vêtus, ce sont avant tout des fonctions. Oui, je crois qu'on peut presque dire qu'ils sont plus réels que la réalité, parce qu'ils cumulent deux réalités, cette réalité objective, ils sont en gros comme ça, mais en même temps la réalité de la représentation, de la mentalité, de la sensibilité, de tous les messages qui passent à travers le costume. Jacques Chiffolot. Oui, si je puis dire, là, ce qui est intéressant dans le cas des miniatures, c'est que les vêtements sont sur des corps. On les voit en action, et c'est ça qui est frappant dans le livre d'Odile Blanc, alors que jusque-là, les historiens se sont intéressés beaucoup à l'histoire des tissus, à l'histoire du vêtement, mais des morceaux de vêtements, si je puis dire, de la fabrication du vêtement. C'était des historiens et souvent aussi des archéologues. Dans le cas du livre d'Odile Blanc, on voit des vêtements qui ne sont pas accrochés à des porte-manteaux dans une armoire, mais des vêtements, grâce aux miniatures, sur des personnages. Alors bien entendu, se pose le problème que vous venez de soulever, mais la miniature a cet avantage que n'ont pas d'autres sources, par exemple des contes princiers qui donnent des détails sur les distributions de vêtements dans une cour princière. Les images ont cet avantage de nous montrer des vêtements sur des corps. Michel Pastoureau. Oui, en outre, je crois que le livre d'Odile Blanc montre très bien qu'il ne faut pas opposer trop fortement l'imaginaire et la réalité. Dans une société donnée, l'imaginaire fait partie de la réalité. Et l'historien, naturellement, doit étudier aussi l'imaginaire des sociétés qu'il prend en compte. Et l'image, ce corpus de miniatures, montre très bien comment les deux choses sont inséparables. Et nous avons à la fois du réel et de l'imaginaire. En outre, sur le plan plus technique, Odile Blanc montre très bien que les pièces montrées par ces images sont réelles et que l'assemblage de ces pièces entre elles relève pour une bonne part de l'imaginaire. Elle parle souvent de bricolage et le mot m'a beaucoup plu. On pourrait lui trouver un sens lévi-straussien en quelque sorte. Oui, d'ailleurs il y a quelque chose, et je ne voudrais pas employer un mot qui pourrait effaroucher certains de nos auditeurs. Odile Blanc le fait avec beaucoup de tact et de légèreté, mais il y a, je crois, un très grand sens structuraliste dans cette analyse des costumes. Oui, à deux ou trois reprises aussi, elle esquisse non pas une comparaison, mais elle fait un rapprochement avec, au fond, les photos de mode aujourd'hui. Les photos de mode aujourd'hui ne ressemblent pas à la réalité, mais en font partie, et fondamentalement, tout le monde le sait bien. La preuve, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Elles sont partout sur les murs et dans les magazines, et au fond, on peut dire d'une certaine façon que les miniatures, mutatis mutandis, elles ont le même rapport à la réalité que les photos de mode aujourd'hui ont rapport avec la vie quotidienne des gens, bien entendu. Merci de l'avoir souligné, ça m'avait beaucoup frappé. Je crois qu'en effet, si nous voulons comprendre ce que peut signifier, ce à quoi peut correspondre cette expression corps de mode pour la fin du Moyen-Âge à partir de réalités présentes, c'est effectivement la photographie de mode qui exprime le mieux ce type de document et les problèmes qu'il fait apparaître. Alors c'est ici que je voudrais me justifier auprès de mes auditeurs qui peut-être seraient fâchés que je leur présente un ouvrage qui est un ouvrage qui se fonde sur des images, publié d'une façon remarquable tout en restant et de format
format et de prix, je le dis, tout à fait abordable, mais qui est constitué fondamentalement d'images, avec bien sûr des analyses passionnantes. Et ils ne sont pas devant un écran de télévision, ils sont là devant leur poste de radio. Eh bien, je crois que notre débat va quand même les introduire au cœur de ce livre et de ses problèmes, et bien sûr leur donnera envie d'aller voir les images ensuite. Mais vous le sentez, il y a dans cet ouvrage des problèmes sur la mode, problèmes sur le corps, le rapport entre le corps et le costume, qui déborde largement la simple iconographie ou la simple étude du vêtement et qui, je crois, justifie que nous en ayons fait un des lundis de l'histoire. Odile Blanc. Je crois qu'il était aussi intéressant de se démarquer de la façon dont les historiens du costume ont travaillé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire essentiellement sur des textes. On parlait tout à l'heure de textes d'inventaires, de contes, mais aussi de textes littéraires, des chroniques et des textes moralistes qui sont évidemment la source la plus importante pour cette période. Il n'y a pas du tout de discours laudatif sur le vêtement. Généralement, c'est souvent pris en mauvaise part pour condamner les nouvelles modes. Et on voit bien que les images proposent une toute autre vision, une toute autre représentation de cet imaginaire aristocratique qui s'exprime d'une façon très différente, évidemment, dans ces manuscrits qui étaient faits pour le plaisir des princes, qui s'expriment donc beaucoup plus directement qu'à travers un discours moraliste qui nécessairement... Bien sûr, mais là encore, vous me conduisez, d'ailleurs, on m'offre une transition, à parler d'un autre problème vis-à-vis de nos auditeurs. D'une part, on ne leur montre pas les images, mais par ailleurs, la formule de l'émission comporte la lecture de textes. De ces textes que vous venez presque de disqualifier, mais qui sont malgré tout, je crois, très intéressants, parce que eux aussi, ils comportent une certaine description où réalité et imaginaire se mêlent, et ils nous montrent une certaine réception de ce phénomène dans la société. Alors, tout de suite, nous allons offrir l'un de ceux que vous avez choisis. C'est dans le livre du chevalier de la Tour Landry pour l'éducation de ses filles, si je ne m'abuse, en 1371. Et c'est un extrait du sermon d'un évêque qui prêcha sur les quintises. Les quintises, Odile Blanc, c'est... Les quintises, ça serait un peu tout ce qui engloberait le vêtement et les soins de toilette, finalement, les parures. On pourrait traduire aujourd'hui comme ça. Je vous dirai comment un saint homme évêque, qui à merveille était grand clerc, prêcha naguère devant une assemblée où il y avait grand foison de dames et de demoiselles, certaines parées selon la nouvelle guise, de grandes cornes. Le saint homme commença à les reprendre et à leur enseigner, à l'aide de nombreux exemples, comment le déluge du temps de Noé vint à cause de l'orgueil et des déguisements des hommes, et spécialement des femmes, qui se contrefaisaient en coiffure et en robe. Et après, quand l'évêque leur eut montré cet exemple et plusieurs autres, il dit que les femmes, ainsi cornues et branchues, ressemblent aux limaces et aux licornes, et qu'elles font les cornes aux hommes court vêtus, qui montrent leur cul et leur brais, et ce qui leur bosse devant. C'est leur honte. Et ainsi plaisantent-ils l'un de l'autre, à savoir le court vêtu de la cornue. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans l'histoire de cette invention du corps de mode en France, n'est-ce pas? C'est essentiellement la France qui a été le théâtre de votre enquête à la fin du Moyen-Âge. Alors, en quoi a consisté ce que vous appelez, qui est à la fois explosion vestimentaire et révolution du vêtement, et qui se produit dans la seconde moitié du XIVe siècle, c'est ça? Dans la seconde moitié du XIVe siècle, oui, en effet, intervient une profonde transformation du vêtement masculin, essentiellement. C'est une chose qui est très importante à souligner, progressivement. On passe d'un vêtement qui reste long, ample,
un vêtement qui sera de plus en plus court et surtout très près du corps et qui induit donc un travail du tailleur, de la coupe très très différente et qui est aussi un vêtement porté plutôt par les hommes d'armes, les chevaliers, les jeunes. Donc interviennent aussi là des choix vestimentaires qui montrent très bien le statut des personnages. Vêtements que ne portent pas les personnages qui sont détenteurs d'une autorité. Le roi, le prince sera très peu court vêtu en général. Mais explosion vestimentaire dans le sens où c'est quand même un modèle qui va être extrêmement diffusé. Autour de 1400, c'est quand même un vêtement... Le vêtement court est devenu un vêtement de mode, on peut dire, comme on l'entendrait aujourd'hui. Michel Pastoureau, vous êtes d'accord, d'après votre propre expérience, sur cette analyse ? Tout à fait, oui. Tout change. La forme du vêtement, la façon de porter le vêtement, l'attention portée elle-même sur le vêtement et la place du vêtement dans l'image. L'image elle-même change d'ailleurs dans cette seconde moitié du XIVe siècle, mais il y a de plus en plus de personnages et de personnages vêtus, donc pour l'historien c'est un document extrêmement riche, et c'est à juste titre qu'Odile Blanc a donné priorité aux images, bien qu'elle connaisse extrêmement bien les textes, je le sais. Et donc un nouveau regard porté sur le vêtement, et une place beaucoup plus grande de celui-ci dans les jeux de la vie de cour. Je crois qu'il faut insister sur cette notion curiale qui est derrière tous les problèmes dont parle Odile Blanc. Oui, je crois que il faut dire à nos auditeurs qui probablement y pensent qu'ils ont raison de s'étonner peut-être du moment où se produit cette explosion vestimentaire. Odile Blanc, d'ailleurs, indique bien cette toile de fond de l'histoire qu'elle présente sans avoir commis l'imprudence de chercher des explications qui auraient été forcément artificielles entre les malheurs du temps et la révolution vestimentaire. Mais il ne faut pas oublier que cette France de la seconde moitié du XIVe siècle et du début du XVe, c'est la France des grands désastres de la guerre de Cent Ans, c'est la France frappée par la grande peste depuis 1348, c'est la France qui a pendant des décennies un roi fou. Et nous avons donc là une toile de fond catastrophique devant laquelle se produit cette extraordinaire explosion vestimentaire. Jacques Chiffolo. Non, je voulais simplement insister, après vous, c'est sans doute pas un hasard si le pourpoint, qui est au fond la base même de ce costume court, c'est le vêtement qu'on met sous une cuirasse au moment où se développent les grandes batailles de la guerre de Cent Ans. Ça, c'est l'arrière-plan fondamental, et Odile Blanc disait tout à l'heure que cette transformation du vêtement, c'était surtout une transformation qu'on observait dans le vêtement des hommes. Là, on le voit, il est lié aussi à la guerre. Et en même temps, comme vous venez de le dire, Jacques Le Goff, c'est tout à fait frappant de voir que c'est au moment où les malheurs se développent tout de même de façon considérable que ces miniatures superbes, je veux dire, et rutilantes, qui nous enchantent encore quand on les regarde, où la couleur, mais là je parle sous le contrôle de Pastoureau, joue un rôle si important, où ce corps de mode se développe et où l'exaltation au fond du vêtement est à son comble. C'est très frappant de voir ce contraste. Bon, puisque la question de la couleur, qui est une question que certainement se poseront tous les lecteurs de ce livre est parvenu, je voudrais justement demander à Michel Pastoureau. Il y a de nombreuses notations, et me semble-t-il très intelligentes et très sensibles, sur la présence et la signification de la couleur dans les vêtements dont parle Odile Blanc, mais il n'y a pas un exposé d'ensemble, si je peux dire, sur le rôle de la couleur, la place de la couleur dans cette invention du corps de mode. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Michel Pastoureau ? Je pense que c'est un point de vue qui peut se défendre en ce sens que,
telle ou telle couleur prise individuellement ne signifie rien. C'est la façon dont elle forme système qui est signifiante. Et dans l'image, la couleur, par exemple, aide à donner du rythme, à donner du mouvement, à distinguer les personnages, à construire l'image. Donc il est normal qu'on la retrouve dans chacun des chapitres de ce livre. Ce que l'on peut ajouter du point de vue social et chronologique par rapport à cette époque, c'est que dans le domaine des teintures, nous sommes en période de mutation, de nouveaux produits colorants, où une nouvelle façon de les travailler permettent des couleurs de plus en plus franches et lumineuses, notamment dans la gamme des rouges et des bleus. Et cela a un impact sur ce nouveau vêtement. On se met à porter des tons de couleurs qu'on ne connaissait pas auparavant, notamment au tournant des 14e, 15e siècles. Dans cette société aristocratique masculine, on commence à s'habiller en rose, ce qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Il y a une grande vogue des roses vers 1400, grâce au bois de Brésil, que l'on connaissait mais que l'on traite différemment. Donc, indépendamment des problèmes sémiologiques et symboliques de la couleur, il y a aussi des problèmes techniques et sociaux qui accompagnent ces mutations vestimentaires. La couleur, finalement, avec le vêtement, on trouve exactement le même problème. En tant que tel, il n'a pas de sens. On ne peut pas donner un sens à un vêtement ni à une couleur. En revanche, on peut observer l'emploi qu'il a dans une image, en l'occurrence. Et c'est pour ça, en effet, que j'ai pas consacré de chapitre à la couleur, parce que ça n'aurait pas été pertinent. Oui, et là vous venez de dire une chose qui me paraît importante pour comprendre votre démarche, c'est que vous avez beaucoup moins cherché des sens que des emplois. Et je pense que c'est pour l'historien, mais aussi pour le simple lecteur, une leçon de méthode qui est extrêmement intéressante. Vous ne négligez jamais des problèmes qui peuvent paraître plus traditionnels, comme celui de la couleur, et j'aimerais que nous disions peut-être maintenant un mot des rapports entre le vêtement et l'État. C'est-à-dire, et vous allez expliquer ce que il faut entendre par État dans ce cas. Vous cherchez un système, à expliquer un système, et ce système, on le voit essentiellement à travers des représentations de personnages aristocratiques. Mais vous n'oubliez pas que ce système de la mode fonctionne dans une société dans laquelle la diversité sociale est importante. Et vous voyez comment se réfracte ce système dans les différents états sociaux. Et en particulier dans le monde soit du travail, soit des marginaux. Le monde où vous reprenez l'expression de l'époque, ce sont les hommes mécaniques, nous dirions les ouvriers. Et comment voyez-vous, et y a-t-il une originalité de ce système vestimentaire dans le monde des ouvriers? Originalité, on ne peut pas dire. Disons qu'il est encore vu, encore une fois, à travers le point de vue d'un autre État, celui des princes. Donc c'est un peu dévalorisant. C'est un vêtement qui est dévalorisé. Par exemple, souvent, il sera moins coloré, moins somptueux, moins orné, plus court ou porté d'une façon un peu désordonnée qui contrariera quand même les élégances aristocratiques, on peut dire. Donc, c'est pas. Je crois qu'il faut isoler le vêtement des gens mécaniques. Il faut le voir par rapport aux autres États. Il me semble, si je vous ai bien lu, que le système n'est pas fondamentalement différent, mais que d'une part, comme vous le dites, il est dévalorisé. C'est en quelque sorte le système qui est abîmé parce que l'état de ces ouvriers doit être montré comme un état inférieur. Et puis d'autre part, il y a un certain nombre de particularités qui sont liées à cette spécificité du monde des ouvriers qui aussi d'ailleurs en fonde l'infériorité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent corporellement, manuellement, et il faut qu'ils puissent se sentir
à l'aise dans leurs vêtements. C'est-à-dire que, au fond, les deux différences, si je vous ai bien lu, je ne dirais pas visent, parce que ça serait peut-être justement donner un sens, mais sont telles qu'elles mettent essentiellement en valeur le caractère déprimé socialement et culturellement de cette catégorie sociale. Est-ce bien ça ? C'est tout à fait ça. En effet, c'est pas un type de vêtement particulier, c'est plutôt une façon de le porter. Je pense notamment à cette miniature qui représente donc des artisans en vêtements courts, certes, mais moins courts que le vêtement court qui est alors à la mode. Autour de 1400, l'élégance est d'avoir un vêtement qui ne fait pas de plis, donc qui est très près du corps. Or, ces hommes-là, souvent, ont un vêtement un peu ample, mais d'une ampleur qui n'est pas non plus l'ampleur majestueuse des vêtements princiers. Donc, c'est toute cette série d'écarts par rapport aux vêtements traditionnels et à la fois aux vêtements de mode qui fait qu'on reconnaît un vêtement effectivement déprécié. Jacques Chiffolo. Mais en même temps, ce qui m'a amusé, c'est qu'on s'aperçoit que la mode, si je puis dire, récupère le déprécié, puisque certains costumes sont déchiquetés, certains costumes chics, je veux dire par là, sont déchiquetés, et là, ça nous rappelle quelques tics de la mode ou des looks contemporains. Absolument. Il y a une réutilisation, dans certains cas, par le vêtement, disons, aristocratique, ou le vêtement chic, pour aller vite, des classes supérieures de la société, d'un certain nombre de traits qui, dans un autre contexte, seraient vus comme dévalorisants. Et c'est tout à fait frappant de voir qu'on trouve des vêtements déchiquetés, découpés, mais peut-être qu'on en reparlera quand on parlera des limites, car c'est les limites dont il s'agit. Absolument. Maintenant, Odile Blanc, si nous cherchons à bien définir, à bien comprendre ce qu'est ce corps de mode inventé, disons, en gros, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Vous employez les expressions suivantes: contraindre le corps, comprendre l'anatomie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vêtement court, qui est donc un vêtement de mode à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, est en effet un vêtement beaucoup plus près du corps, qui se superpose plus ou moins à l'anatomie, en travaillant par contre absolument la morphologie. C'est pas du tout un vêtement qui montre le corps tel qu'il est. On n'est pas du tout dans le cadre d'une révélation du corps, mais c'est au contraire un vêtement qui va en souligner les articulations. De fait de son raccourcissement, il mettra en valeur les jambes. Il va aussi, du fait du resserrement au buste et sur les bras, il va distinguer les membres du corps, souligner les articulations, par exemple les épaules, les coutures. C'est un vêtement qui est souvent boutonné du fait de son rapprochement au corps, donc il faut nécessairement l'ouvrir pour l'enfiler, comme une veste actuelle finalement. Donc tout ça dégage une organisation corporelle en jouant parfois de ces symétries, et ce que ne fait pas du tout le vêtement traditionnel qui, au contraire, a beaucoup plus pour vocation d'envelopper le corps dans un espèce de flou de la matière. Alors, c'est là que je vais, si vous me le permettez, introduire la question que se poseront certainement vos lecteurs. C'est la provocation, si j'ose dire, mais provocation documentée, argumentée que vous faites contre l'idée courante que la Renaissance, c'est-à-dire qu'il faut encore attendre que ce Moyen-Âge, cet automne du Moyen-Âge est fini, mais qu'on est sur la voie de la découverte du corps. Absolument. Quand on voit ces silhouettes de la fin du Moyen-Âge, on ne peut absolument pas dire que c'est un corps qui est montré d'une façon anatomique ou comme l'idée qu'on pouvait avoir des corps antiques. Au contraire, on voit bien comment l'anatomie est sans cesse retravaillée par les contours du vêtement. Il y a dans ces silhouettes, d'ailleurs, qui ont été extrêmement moquées par certains chroniqueurs de l'époque, une proéminence du buste chez les hommes, des jambes très très effilées, des chaussures extrêmement effilées, des couvre-chefs très travaillés,
qui font ressembler les hommes de mode parfois à certains animaux, comme l'ont dit certains moralistes. Michel Pastoureau. Oui, je crois qu'il faut insister sur cette idée. Ce qui fait scandale, ce n'est pas la nudité du corps, loin s'en faut, mais c'est cette façon dont le corps est retravaillé et suggéré, et non pas dans sa totalité anatomique, mais pour certaines parties, et qui sont souvent de l'ordre de la protubérance. Et la sensibilité moraliste a horreur des protubérances. Notre évêque de tout à l'heure le disait déjà, n'est-ce pas ? Pour terminer cette première partie de notre débat, Odile Blanc, je voudrais que vous expliquiez ce que vous entendez par quelque chose qui m'a paru très intéressant, nouveau et passionnant. C'est l'importance du mouvement dans la compréhension du corps de mode. Mouvement dans la compréhension du corps de mode, en effet, puisque on a à la fois un amenuisement du vêtement, donc qui est beaucoup plus près du corps, et en même temps, de par ses prolongements, ses protubérances, un mouvement très très grand. Et bon, il faut peut-être aussi dire dès à présent, on a parlé jusqu'à présent beaucoup d'un vêtement très court, très près du corps. Ça n'est pas le seul qui est en vogue, puisque vers 1400, ce pourpoint sera concurrencé, on peut dire, par des vêtements un peu plus amples et même plus longs, qui eux, du fait de le pli beaucoup plus important, induiront des mouvements très très grands. Moi, je crois que l'attention qu'Odile Blanc porte, par exemple aux coudières qui sont extrêmement rallongées, justement à ces plis et à ces nouveaux vêtements ou à ces vêtements qui concurrencent maintenant le pourpoint, en se mettant souvent sur lui, vont tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une impression de comment dirais-je, de développement considérable. Alors que au fond, le vêtement précédent, faut le dire, était simple d'une certaine façon. Là, on va vers une certaine complexité du vêtement. Mais d'ailleurs, il faudrait, on en reparlera peut-être tout à l'heure, insister à cet égard sur la différence entre le vêtement des hommes et celui des femmes. Michel Pastoureau. Oui, je crois qu'il faut insister sur cette idée du vêtement porté. Le beau livre d'Odile Blanc le met très bien en valeur. Ce n'est pas le vêtement statique qui l'intéresse, c'est le vêtement porté, en mouvement. Et l'étude des images, peut-être plus que celle des textes, permet d'accéder à ce mouvement parce que l'image sait exprimer le mouvement par le jeu des rapports entre le centre et la périphérie, le profil et la facialité, la gauche et la droite, le jeu des couleurs, des axes, des rythmes. Tout cela permet de dynamiser le vêtement et donc de retrouver peut-être une réalité vestimentaire que l'on perd avec l'étude des textes, notamment des documents comptables et notariés. Michel Pastoureau, bien que vous ne m'ayez pas facilité la transition, je proposerai toutefois, pour terminer cette première partie de notre débat, un texte à nos auditeurs. Ce texte montre non seulement la façon dont le regard des contemporains, et en particulier de ceux qui disent la morale, de ceux qui disent les règles sur le vêtement et sur le vêtement nouveau en particulier, est un regard critique. Et ce regard critique se rattache, je crois, à ce que nous disions de l'arrière-plan de l'époque. Il s'agit du premier grand désastre français de la guerre de 100 ans, la bataille de Crécy en 1346, d'où naît la question pourquoi cette défaite ? Qu'avons-nous fait ? Et dans cette recherche du bouc émissaire, que l'on se reposera à propos de la peste, et qui sera au fond dans toute cette époque, voilà qu'apparaît un nouveau bouc émissaire. Le nouveau bouc émissaire, c'est votre vêtement, c'est votre corps de mode, Odile Blanc. Et ce qui le dit très bien, c'est un texte d'un ouvrage officiel parmi tous, les grandes chroniques de France. Vous voyez comment, dans cet ouvrage qui est l'historiographie nationale, quasiment officielle de Saint-Denis, le corps de mode qui naît est désigné comme l'ennemi du temps. En ce lieu de Crécy, la fleur de la chevalerie française périt. Nous devons croire que Dieu a souffert cette chose, qu'il ne nous appartient pas de juger à cause de nos péchés, car nous témoignons de ce que nous voyons. L'orgueil était si grand en France, chez les nobles comme chez les autres gens,
en seigneurie et en convoitise de richesse, comme en déshonnêteté de vêtures et de divers habits, qui étaient alors couramment portés dans le royaume de France. Les uns avaient des robes si courtes qui leur venaient aux fesses, que quand ils se baissaient pour servir un seigneur, ils montraient leurs braies et ce qui était dedans à ceux qui se tenaient derrière eux. Et ces robes étaient si étroites qu'il leur fallait une aide pour se vêtir comme pour se dépouiller, et il semblait qu'on les écorchait quand on les dévêtait. D'autres portaient leurs robes froncées sur les reins comme celles des femmes, et leurs chaperons étaient découpés menument. Et ils portaient une chausse d'un drap et l'autre d'un autre drap. Et les cornettes de leurs chaperons, comme leurs manches, venaient près de terre, si bien qu'ils ressemblaient davantage à des jongleurs qu'à des personnes de leur rang. Ce ne fut donc pas merveille si Dieu voulut corriger les excès des Français par son fléau, le roi d'Angleterre. Dans la première partie de notre débat, qui est consacré ce matin à l'ouvrage d'Odile Blanc, Parades et parures, l'invention du corps de mode à la fin du Moyen-Âge, paru dans la nouvelle collection Le Temps des images chez Gallimard, débat qui groupe avec Odile Blanc, Jacques Chiffolo et Michel Pastoureau. Nous avons parlé de cette explosion vestimentaire, de cette révolution du costume, surtout masculin, qu'Odile Blanc a bien mis en valeur dans ce bel ouvrage. Nous allons maintenant poursuivre notre investigation du corps de mode avec elle et avec nos invités. Odile Blanc, une composante importante de ce corps de mode, du vêtement, c'est la matière. De quoi s'agit-il ? Des différents états du matériau, de l'étoffe, et plus précisément, dans ces images, de la souplesse, du poids. Du relief apparaît très peu, donc c'est apparaît beaucoup plus dans la peinture de chevalet, mais pas tellement dans les miniatures. Donc j'en ai très peu parlé. Et du volume. Vous estimez qu'il s'agit de transformations culturelles qui se sont produites plutôt dans certaines régions que dans d'autres et qui sont donc liées à des modifications culturelles plus générales. Vous parlez par exemple beaucoup des Flandres. Oui. Disons que c'est une transformation qui intervient quand même, qui est assez européenne, qui intervient dans beaucoup de régions, en Italie, du Nord, en France, et effectivement dans les zones plus septentrionales, dans les Flandres. Mais il faut dire aussi que ces miniatures, ces manuscrits ont été exécutés la plupart dans des ateliers parisiens, pour les cours des princes français. Donc plutôt à Paris, effectivement, dans le Nord, en Bourgogne, après beaucoup plus tard. Et c'est vrai que la miniature bourguignonne, après, est très importante au XVe siècle. Donc on a une plastique, disons, beaucoup plus nordique, flamande. Jacques Chiffolo. Je veux simplement faire remarquer qu'en effet, la miniature, Odile Blanc vient de le dire tout à l'heure, rend mal compte du problème du relief. Et c'est peut-être pour ça qu'elle rend bien compte, peut-être, des draps flamands quand ils sont de couleurs unies. Mais que quand on regarde la peinture sur bois italienne, ou plus tard flamande, on voit apparaître, à cause des techniques propres de la peinture, d'autres types de tissus qui seraient peut-être plutôt des tissus italiens, par exemple. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, puisque je crois qu'elle prépare une exposition sur cette question. Je crois qu'il y a une différence aussi qui tient à sa source. Michel Pastoureau.
Oui, je crois qu'on peut se poser la question de quel rôle a joué le progrès dans le domaine de l'industrie textile dans cette seconde moitié du XIVe siècle. Et c'est vrai qu'en Flandre, on arrive à tondre les draps de laine d'une manière beaucoup plus performante qu'on ne le faisait auparavant, d'où cette souplesse qui joue un rôle considérable dans les codes vestimentaires. Alors que, comme vient de le dire Jacques Chiffolo, en Italie, on sait gaufrer les tissus, ce qu'on ne sait pas faire dans l'Europe du Nord, et ça donne une autre impression, un autre jeu vestimentaire. La question vaut d'être posée, quel rapport y a-t-il entre ces réalités techniques, disons, du textile, les codes sociaux qui en découlent, et ce qu'en dit l'image? Oui, c'est un phénomène global. Hein. Oui. Odile Blanc, quand on parle de la matière du vêtement, on est amené à aller, si j'ose dire, jusqu'au cas limite, c'est-à-dire à l'absence de matière, c'est-à-dire à la nudité. Qu'en est-il? Quel est le statut de la nudité par rapport au costume? Elle apparaît très peu en tant que telle. C'est une nudité partielle, mais qu'on voit beaucoup plus dans le vêtement féminin. Le vêtement masculin est vraiment opaque, à la fois d'une façon chromatique et du point de vue de l'épaisseur du matériau. En revanche, il y a quand même un sens très proche entre la couleur blanche, la notion de transparence, qui est aussi quelque chose de beaucoup plus moderne, et la nudité. Et il me semble que dans certaines figures exemplaires, comme celle des pauvres, des paysans, où déjà les vêtements sont d'une couleur très désaturée par rapport aux vêtements nobles, on utilise le blanc pour signifier un état de statut social inférieur, de dénuement, de pauvreté, donc, ou même aussi de folie. C'est des cas un peu limites qui expriment la nudité. Et dans ce que vous avez dit sur le fait que les cas relativement rares de nudité que l'on rencontre sont surtout féminins, je pense que nous allons retrouver dans un instant ce problème quand nous parlerons enfin de masculin, féminin dans notre thème. Michel Pastoureau? Oui, je crois qu'il faut souligner là encore une nouveauté à la fin du Moyen-Âge, l'assimilation progressive de la couleur blanche et de l'absence de couleur. Le blanc devient en quelque sorte incolore ou carné, alors qu'auparavant, quand on voulait soit rendre la chair, soit exprimer l'idée de sans couleur, on ne convoquait jamais le blanc. Et puis à partir de la fin du XIVe siècle, progressivement, le blanc commence à devenir absence de couleur ou couleur de la peau, et les miniaturistes s'en servent dans ces images que montre Odile Blanc pour dénuder le corps, et le dénuder justement avec parcimonie, ce qui est d'autant plus scandaleux. Si la nudité était totale, peut-être le scandale serait moins grand, mais elle n'est que partielle, ce qui est beaucoup plus ambigu et donc objet de scandale. C'est ça, et qui évoque plutôt des idées de déshabillage, que des idées d'innocence. Voilà, c'est encore une fois, c'est un corps qui est dynamique. Donc c'est l'acte de déshabillage qui est scandaleux et pas l'état de nudité. Odile Blanc. La blancheur intervient aussi pour signifier la transparence, qui est un degré de visibilité du vêtement qui n'a pas vraiment grand sens pour le Moyen-Âge. On parle de vêtements déliés pour désigner un matériau très très fin. On voit effectivement surtout dans le costume féminin, des coiffes blanches très transparentes, plus d'ailleurs dans la peinture de chevalet que dans les miniatures. Mais le blanc est là dans beaucoup de cas pour signifier la transparence, mais la transparence n'existe pas encore comme on la voit plus tard dans les tableaux renaissants, comme un déshabillage virtuel du corps. Odile Blanc. Mouvement, matière, voici maintenant un autre élément fondamental, volume. Volume effectivement très important dans ces images pour signifier les écarts entre différentes manières de se vêtir. On a parlé beaucoup du nouveau vêtement qui est un vêtement court, près du corps, donc qui amenuise la silhouette dans l'espace de l'image et qui amenuise le corps tout simplement dans son espace environnant. Pour certaines autres figures d'autorité, que ce soit des personnages religieux ou royaux par exemple,
on a un volume beaucoup plus important qui exige la fonction de ces personnages. Il faut qu'ils aient une importance spatiale beaucoup plus grande que les personnages de mode. Michel Pastoureau. Oui, on peut ajouter que l'image permet de faire du volume à la fin du Moyen-Âge, alors qu'avant c'était difficile. On était dans un système construit sur l'épaisseur, la superposition des plans, et les tentatives pour faire de la perspective permettent justement de donner cette impression de volume. Donc l'image et la société ici se rejoignent pour mettre en scène un paramètre nouveau. Bien entendu, si l'on s'intéresse, si l'on considère le volume, ce qui apparaît rapidement comme d'une importance particulière, ce sont les limites du volume, ce sont les bords, les fentes, et on en a déjà parlé, je ne dirais pas inversement, mais dans une autre direction, qui n'est plus celle des limites, mais qui est celle de l'épaisseur, les superpositions. Alors, les bords, les fentes, qu'est-ce qui vous paraît intéressant ? Les bords, les fentes, c'est pas tout à fait la même chose. C'est bien sûr pas du tout la même chose. Les fentes désignent une rupture de la surface vestimentaire. Les bords, ça désigne la façon dont le vêtement finit. Et c'est quelque chose de très important pour ce genre de vêtements. Et on a vraiment l'impression qu'avec ce corps de mode, plus la silhouette s'amenuise, plus il faut des protubérances, par exemple, enfin, quelque chose qui prolonge le corps à l'extérieur. Ce qu'on voit aux manches et aux extrémités du corps, sur la tête et au bout des pieds, avec ses poulaines et couvre-chefs en crête de coq. C'est là peut-être qu'apparaît dans ce nouveau corps de mode, dans ce nouveau système de mode, l'excessif. Oui, tout à fait. C'est effectivement un corps excessif, protubérant, avec des découpures. Il faut sans arrêt, ce qui est important aussi dans ce vêtement de mode, c'est que ces bords ne sont pas... étanches, absolument finis. Il faut qu'ils soient découpés, il faut qu'il y ait rupture de l'étoffe pour qu'ils existent, et du coup, ils induisent un rapport du vêtement avec l'extérieur. C'est tout un jeu autour des notions de dedans, dehors. Mais là alors, il me semble qu'il y a par rapport au vieux système d'avant la seconde moitié du XIVe siècle une évolution, une inversion même très importante. Il me semble qu'auparavant, il s'agissait surtout d'empêcher que le corps ne déborde, ne s'effiloche. Il fallait le garder. Tandis que ici, me semble-t-il, d'après ce que vous dites, on lui donne la possibilité d'aller au dehors, d'aller plus loin, plus haut. Tout à fait. C'est vrai que dans le vieux vêtement, comme vous dites, il y a la nécessité absolue de contraindre le corps dans un vêtement ample, dont les bords vont en quelque sorte être redondants par rapport à la surface textile. Il me semble qu'à un endroit, cette remarque m'avait intéressé. Vous dites que ceci témoigne peut-être, ou en tout cas se replace dans un certain état général de curiosité, de volonté de découverte de la société, du monde, ce que il y a autour du corps vêtu. Je ne sais pas si il y a là une direction qui peut être intéressante. Jacques Chiffolo. Oui, moi, ce qui me frappe tout de même aussi, c'est que cette multiplication à la fois des découpes, mais ces redondances sur les bords, etc., qui implique que le vêtement lui-même soit découpé, soit crénelé, soit parfois même déchiqueté, soit crénelé en lobe, enfin, etc. Ça ne peut pas ne pas m'évoquer, au fond, en même temps, je ne dirais presque les fureurs emblématiques, enfin Michel Pastoureau le connaît mieux que moi, qui se développent au même moment.
il y a comme si le corps, en quelque sorte, avait besoin de sortir, comme vous le dites, de ce vêtement, et en même temps comme si le corps était marqué par ce vêtement dans son incertitude. Je le vois toujours comme ça, ce moment-là, moi, comme un moment d'incertitude, de questions qui induisent des réponses extrêmement riches et variées. Et au fond, je lis un peu les vêtements en situation que nous présente Odile Blanc comme des problèmes, comme si les gens enfilaient un problème, si je puis dire. Enfin, comme historien, c'est un peu comme ça que j'essaie de les lire. Et je crois que son livre nous aide à les voir sous ce mode-là. Parce que c'est vrai, ils sont toujours problématiques. Par leurs extrémités, par aussi, alors justement, les découpes, les fentes, les crevés, qui posent le problème de la superposition qui est dessous, du corps qui n'apparaît pas, de la nudité potentielle. Il y a toute une série. Ce sont des vêtements qui posent énormément de questions. Oui, parmi ces choses qui interpellent dans le vêtement, il y a bien entendu les chapeaux. Alors, que dire sur les chapeaux ? Le couvre-chef est l'excellent moyen pour terminer une silhouette et c'est impensable, on ne voit pas de vêtements sans chapeau. C'est aussi une façon de donner à la silhouette un mouvement qui pourra la prolonger vers le haut ou au contraire vers le bas. Donc ça, on est encore dans ces problèmes de mouvement ascensionnels ou tombants. Ça peut hausser ou au contraire asseoir. Ça peut aussi contrarier. On a des couvre-chefs qui sont drapés autour de la tête. Donc là, on a un mouvement contrarié qui donne un tout autre sens à l'ampleur, au volume en général. Michel Pastoureau ? Oui, les couvre-chefs participent à accentuer tout ce qui dépasse. Nous sommes dans le domaine de la protubérance et donc à accentuer aussi l'image animale qui se dégage de ces vêtements et de ces corps dans ces vêtements, d'où le scandale des moralistes et des prédicateurs, puisque au fond, ces hommes et partiellement ces femmes sont déguisés en animaux à leurs yeux. Et se déguiser en animal, pour la culture médiévale, c'est évidemment épouvantable, puisque ça abolit une frontière qui est une des plus importantes pour le christianisme médiéval. Et dans le monde para-héraldique, si j'ose dire, un phénomène contemporain et qui va dans le même sens, si j'ose encore dire, c'est l'exubérance du cimier. Du cimier, qui se développe à la même époque, et les images montrent des cimiers dont on peut se demander s'ils sont portables, tellement ils ont l'air lourds et grands. Et je crois que là, Jacques Chiffolo a eu raison de souligner cette profusion de signes en tout domaine, emblèmes, mais aussi vêtements, d'une société qui construit des codes, transgresse ces codes, de ces transgressions naissent d'autres codes, et c'est une effervescence dans tous les domaines, on ne sait plus très bien où l'on est. Jacques Chiffolo. Michel Pastoureau parlait du retour à l'animal. Bien sûr, on pense aux cornes qui poussent sur les crânes des femmes notamment, qu'elles organisent de double manière, parce qu'à la fois il y a la chevelure qui est prise dans des filets, etc. Et puis au-dessus de la chevelure, il y a des bourrelets garnis de perles qui renforcent tout cela. Mais alors, du côté aussi, si je puis dire plutôt des hommes, il y a ce problème énorme de la fourrure. Cette profusion vestimentaire, surtout dans le vêtement masculin, elle procède du monde animal, mais aussi du monde végétal. Et je crois que c'est ce qu'avait bien vu Michelet quand il parlait de ces hommes bêtes ou ces découpures qu'on voit au bord des manches en lobes, simplement en forme de feuilles. Donc là, il y a toute une manière, une diversité vestimentaire. C'est une façon de penser la diversité du monde connu et de le domestiquer aussi. C'est-à-dire, c'est pas une sauvagerie. On le voit très bien dans le cas de la fourrure. La fourrure qui est portée au-dedans des vêtements comme doublure, qui apparaît au bord, aux fentes, qui apparaît même de plus en plus à l'extérieur, mais toujours d'une façon raisonnée, enfin mesurée. C'est vraiment une façon de domestiquer la sauvagerie qu'on pense assez inhérente au corps masculin. Oui, malgré, je ne sais pas si malgré est heureux, mais à travers tous ces excès, on sent qu'il y a aussi un mouvement de domestication, de volonté d'apprivoiser, de maîtriser tout cela.
Michel Pastoureau. Oui, on sait jusqu'où il ne faut pas aller trop loin, peut-être, et c'est ce qui accentue encore le caractère codé et systématique de la chose. C'est-à-dire que la transgression n'est qu'une demi-transgression, et peut-être est-elle encore plus scandaleuse pour cette raison-là. Odile Blanc, parmi les textes que vous proposez à nos auditeurs, puisqu'il nous faut bien de temps en temps, à défaut d'image, retourner au texte, j'en ai retenu deux qui nous parlent de ces excès du vêtement, de parties de vêtements. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ces deux textes sont séparés environ par un siècle. Le premier de 1371, le second de 1467. Et le premier nous montre un cas d'excès scandaleux, ou peut-être plus ridicule que scandaleux, mais individuel, et qui a l'air d'appartenir à une fantaisie qui, peut-être, fera tache d'huile, mais qui, pour le moment, apparaît comme vraiment extravagante. Alors que le texte 1467 nous montre une sorte d'excès massif de cette mode. Le premier texte, le voici, il est encore du chevalier de la Tour Landry. Je vous dirai une merveille qu'une bonne dame me conta cette année, qui est l'an 1372. Elle me dit qu'elle-même et de nombreuses demoiselles s'étaient rendues à une fête de Sainte-Marguerite qui attirait beaucoup de monde tous les ans. Il y avait là une demoiselle très parée, très jolie, qui était vêtue d'une manière très différente des autres, et que tout le monde regardait comme une bête sauvage à cause de son étrange coiffure qui ne ressemblait à aucune autre. Ainsi eut-elle sa part des regards. La bonne dame lui demanda « Mamie, comment appelez-vous cette atour ?» Et elle lui répondit qu'on l'appelait la tour du gibet. « Du gibet ?» dit la dame. « En nom Dieu, le nom n'est pas beau, ni la tour plaisant. » Et la rumeur se répandit que cette demoiselle avait nommé son atour la tour du gibet, et chacun s'en moquait, la venant voir comme font les petits-enfants. Je demandai à la bonne dame de me décrire la manière de cette coiffure. À vrai dire, je ne m'en souviens guère, si ce n'est, il me semble, qu'elle s'élevait de plus d'un doigt au-dessus de la tête, à l'aide de longues épingles d'argent, comme pour figurer un gibet. Cette demoiselle n'était pas tenue pour sage, et l'on s'en moquait beaucoup. Ainsi, chaque sotte apporte-t-elle son lot de nouveautés et de déguisements. Et maintenant, un siècle plus tard, 1467, il s'agit d'un chroniqueur, Jacques Duclerc. Ce sont, selon lui, les modes en 1467. En ce temps-là, les dames et demoiselles ne portaient plus de traîne à leurs robes, mais des bordures de gris, de vert, de velours et d'autres choses d'une largeur d'une paume. Et elles portaient sur leur tête des bourrelets faits en manière de bonnet rond, allant en s'amenuisant vers le haut de la hauteur d'une demi-aune, certains moins, d'autres plus, et par-dessus des voiles transparents pendant derrière jusqu'en terre. Et encore, des ceintures de soie de la largeur de 4 ou 5 paumes. En ce même temps, les hommes se vêtaient si court que leurs chausses allaient près de leurs fesses et par-devant de ceux où leur humanité était. Et ils faisaient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints, afin que l'on vît leurs bras au travers de leurs chemises transparentes, dont la manche était large. Et ils portaient les cheveux longs, qui leur venaient par-devant jusqu'aux yeux, et sur leur tête, des bonnets de drap d'un quartier ou un quartier et demi de haut. Et les nobles et les riches portaient grosses chaînes d'or au col, pourpoints de velours ou de soie, longues poulaines à leurs souliers, de un quartier ou un quartier et demi de long, et gros bourrelets à leurs épaules, pour les faire paraître plus fournis et plus carrés, et, pareillement, leurs pourpoints sont fortement rembourrés. Et ils s'habillaient long, puis court, et le moindre compagnon de métier, si petit soit-il, avait une longue robe de drap jusqu'au talon.
Odile Blanc, messieurs, si vous en êtes d'accord, il faudrait peut-être, car c'est certainement une question très importante et que nos auditeurs, que nous avons fait un peu attendre, se sont posés depuis le début de notre débat, c'est les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans ce système, dans cette invention, dans ces transformations vestimentaires. Vous avez un très beau chapitre au masculin-féminin. Quel en est l'essentiel, Odile Blanc? La plupart des textes qu'on trouve de l'époque, la femme est toujours lubrique et l'homme obscène. Le vêtement de mode masculin, on disait tout à l'heure, c'est un corps animal, domestiqué, certes, mais tout de même qui procède d'un certain excès, qui a été jugé obscène. Le corps des femmes, au contraire, les femmes étant toujours les instigatrices des modes, les modes féminines, c'est un peu le péché originel réitéré, si je puis dire. Et au contraire, dans ces images, il me semble qu'on voit davantage que le pouvoir des modes, enfin que la mode est une affaire d'hommes, et que par ces transformations vestimentaires, il y a aussi une marque du pouvoir masculin très très forte. Au contraire, les femmes sont plutôt présentées sous un jour toujours extrêmement fragile, un statut inférieur, comme une sorte de, pas vraiment encore de faire valoir comme ça sera le cas plus tard, mais au contraire comme des êtres faibles. Mais si je pense à la littérature, aux traditions culturelles, est-ce que cette idéalisation de la femme qui s'est poursuivie depuis le XIIe siècle et dont ce que l'on a appelé l'amour courtois a été la principale expression, est-ce que ça a laissé des traces à cette époque dans l'apparence féminine, dans l'image de la femme, ou bien est-ce que ces images de la femme de la fin du Moyen-Âge sont très éloignées de cette atmosphère que l'on retrouve pourtant, en particulier, me semble-t-il, au XIVe siècle, par exemple, dans les ivoires. Très éloignées peut-être pas, mais c'est vrai que les modes féminines sont très en retrait par rapport aux modes masculines, et ce qui démontre bien le statut peu important des femmes dans ces transformations vestimentaires. Jacques Chiffolo. Oui, parce qu'au fond, quand on regarde toutes les miniatures que nous présente Odile Blanc dans son livre, même quand elles sont éloignées de quelques décennies, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de transformation aussi décisive, aussi brutale, aussi forte dans le costume féminin. Il y a des modifications légères. C'est vrai qu'on s'aperçoit aussi, je pense qu'elle en sera d'accord, que le buste de la femme est plus près du point de vue du vêtement, est plus près du corps, mais la robe est toujours, enfin, telle que nous l'entendons aujourd'hui, le mot robe avec le sens que nous lui donnons aujourd'hui est toujours très, très vaste. Il n'y a pas de modification aussi forte, aussi radicale que celle que nous venons de décrire auparavant, avec l'arrivée du pourpoint et du costume court, qui ensuite d'ailleurs se rallonge un peu autour de 1400. Il y a moins de modifications, semble-t-il, chronologiquement. Oui, tout à fait. Michel Pastoureau. C'est ce qui m'a frappé également, la façon dont la femme est moins concernée par ces modes vestimentaires de la fin du Moyen-Âge. Non seulement il y a moins de changements, mais quand on regarde ces images, il y a moins de diversité pour une même époque ou pour un même document dans le vêtement féminin que dans le vêtement masculin. Alors ça pose naturellement une question qui est d'ordre idéologique et social sur le rôle des femmes dans ces mutations de sensibilité et de société de la fin du Moyen-Âge, leur place dans la vie de cour et leur place dans l'image. Oui, au fond, bien sûr, on retrouve chez elle aussi des coudes démultipliés, mais qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Enfin, Odile Blanc le dirait mieux que moi, sans doute. Peut-être, alors, effectivement, la fin du col fermé, et ça, c'est une chose essentielle, l'ouverture du décolleté, mais c'est à peu près la seule chose, avec quelques coiffures extravagantes, qui apparaissent avec clarté, non? Ce qui semble essentiel, en tout cas, c'est que il n'y ait pas du tout de confusion entre le masculin et le féminin. Et dans les textes, donc, les adjectifs reviennent souvent. Les hommes qui s'habillent comme des femmes, c'est le plus grand scandale, tout aussi grand que s'habiller en animal. Donc là, l'image montre bien qu'il n'y a pas de confusion possible. Il me semble donc que dans cette sorte de conquête
du paraître par les hommes, qui est affirmation de puissance, il y a malgré tout, vous en avez évoqué quelques-unes, des fragilités, des contestations. L'une, c'est le risque du retour à la sauvagerie. C'est l'importance que l'on retrouve dans le vêtement du thème de l'homme sauvage, que l'on connaît par ailleurs dans la peinture ou dans la sculpture, et qui donne lieu à un fait divers dramatique et exemplaire. Michel Pastoureau, que peut-on dire à cet égard du fameux Bal des Ardents ? Bal des Ardents, c'est une fête qui a eu lieu à la cour de Charles VI, qui est déjà bien malade, pas complètement fou, mais bien malade, et où des jeunes gens s'étaient déguisés en hommes sauvages, et leur déguisement, leur vêtement d'hommes sauvages était entré en contact avec des torches, et ils s'étaient enflammés, et les dames de la cour avaient pu en sauver plusieurs, justement en les couvrant de leurs propres vêtements, et c'est un fait qui a beaucoup frappé les contemporains, soit on l'a vu sous l'angle moral, en montrant que ces excès de la vie de cour et cette sauvagerie, même ludique, étaient un péché grave, et que ces hommes avaient été punis. Charles VI lui-même n'a dû, je crois, sa survie qu'à sa belle-sœur, Valentine Visconti, et on a vu quelque chose qui relevait des dérèglements des mœurs du temps et de cette cour où tout le monde était plus ou moins atteint de démence. Les textes et les images nous ont gardé plusieurs témoignages de cet événement qui a beaucoup frappé les contemporains. Oui, je crois que un épisode comme celui-là, si excessif il soit lui-même, replace cette évolution du costume dans l'ensemble de ce que l'on appelle la crise du XIVe, XVe siècle. Mais il y a, me semble-t-il, enfin d'après les images et d'après votre commentaire, un autre risque pour l'homme à travers son image vêtue. C'est un risque de féminisation. Et j'ai été extrêmement frappé en découvrant ce que l'iconographie de la fin du Moyen-Âge faisait de Sardanapale. Oui, en effet, Sardanapale, donc ce roi qui devait être un guerrier, se retrouve dans certaines images entouré de ses concubines en train de filer sa quenouille. Et il n'est pas du tout vêtu comme les jeunes guerriers de l'époque, c'est-à-dire avec un vêtement court, par exemple, très masculin, mais au contraire, avec des vêtements un peu féminins, ou s'ils ne sont pas vraiment féminins, en tout cas qui reprennent les mêmes tissus que ceux portés par ses concubines. Donc ça, ce risque de féminisation-là, c'est vraiment une figure quand même très particulière dans ces images, mais qui, on peut dire, démentie quand même par la majorité des autres représentations, ou au contraire, le corps masculin, en vêtements courts, qui sera d'ailleurs à la mode aussi bien après, doit représenter un homme qui vit à l'extérieur, un noble et un guerrier. Oui, je crois qu'il y a là, malgré tout, parce qu'il y a une forme, me semble-t-il, de critique politique aussi à travers cette féminisation de Sardanapale. C'est le roi qui, au lieu d'être guerrier, qui, au lieu d'être viril, se féminise. On a, avec un thème voisin, qui n'est pas le même, un autre cas, et on voit bien comment ces hommes de la fin du Moyen-Âge ont pris pour modèle de ce qu'ils voulaient montrer ces souverains païens orientaux de l'Antiquité qui, à travers l'Ancien Testament, se présentaient très favorablement, si je peux dire. Il y a donc ce Sardanapale féminisé, et puis il y a Nabuchodonosor, qui est animalisé. Nous avons là, me semble-t-il, deux figures emblématiques qui sont des figures, me semble-t-il, au fond fondamentalement de critique politique. Oui, probablement. En France et en Angleterre, on a affaire à des rois qui combattent peu. C'est le cas de Charles VI, ce sera plus tard le cas d'Henri VI en Angleterre. Ce sont des rois fort peu virils, et même Charles VII lui-même, qui a tant de difficultés et qui ne doit son sacre qu'à une femme, Jeanne d'Arc. Il y a là des problèmes, en effet, qui sont politiques et contemporains. Qui, elle, mettait des pourpoints. Et s'habillait en homme. Voilà, Odile Blanc,
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme vous l'avez fait dans votre beau livre. Mais je pense que nous pouvons peut-être terminer d'une façon qui sera un peu réductrice, mais qui, malgré tout, replacera toute cette évolution, tout ce phénomène que nous connaissons maintenant grâce à vous et que vous avez si judicieusement appelé l'invention du corps de mode, et vous nous avez montré tous les enjeux de cette histoire. C'est de le replacer dans un ensemble qui est précisément un ensemble à la fois politique, culturel et social. Ces personnages et leur mode vestimentaire, au fond, ils sont en train de constituer le paraître d'une nouvelle société par rapport à cette vieille société. Et cette nouvelle société, c'est la société de cour. Et ces personnages, ce sont les courtisans. Et peut-être pourrait-on, en particulier à propos d'une étude comme la vôtre, se demander quelle est la place de la femme dans ce nouveau système de cour. Vraiment, c'est l'homme qui est sur le devant de la scène. Voulez-vous dire quelque chose à ce propos ? Je crois qu'en effet, il faut vraiment inscrire ces transformations vestimentaires de cette période dans la perspective de l'avènement de la société de cour et ce paraître noble, masculin, avec cette image quand même guerrière. Je tiens au mot, puisque le courtisan défini par exemple par Baldassare Castiglione, qui au début du XVIe siècle donc a écrit son traité L'homme de cour, définit vraiment le courtisan aussi, c'est aussi un homme de guerre, ça n'est pas seulement quelqu'un qui vit dans des fêtes continuelles, et je crois que le choix d'un tel vêtement inscrit vraiment cette figure tout à fait emblématique d'une nouvelle société. L'âge du pourpoint ? L'âge du pourpoint. Jacques Chiffolo. Je suis très frappé de voir que sur ce terrain-là aussi, si je puis dire, le XIVe et le XVe siècle sont des moments absolument problématiques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils nous intéressent aujourd'hui aussi, parce qu'au fond, Odile Blanc a fait allusion aux photographies de mode tout à l'heure. Je crois que c'est une époque qui est pleine de questions, et sur ce terrain du vêtement, ces questions sont tout à fait essentielles. Il s'agit en définitive de savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, ce qui n'est pas une mince affaire, quel rôle ils peuvent avoir dans la société et quelle peut être leur place en tant qu'individu, même à certains égards. Parce qu'au fond, quand même, le problème de la mode pose aussi le problème des modèles et l'écart aux modèles. On a évoqué pendant toute notre discussion, au fond, un peu des modèles qui apparaissent à travers la production des enlumineurs, mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment chaque individu, au XIVe et XVe siècle, pouvait se situer par rapport au modèle en question, quelle part de liberté il avait, jusqu'où pouvait aller sa liberté. Et ce jeu-là me semble, d'une certaine façon, beaucoup plus ouvert au XIV-XVe que dans les siècles qui avaient précédé. Peut-être que j'ai tort en portant ce jugement un peu rapide, mais c'est une zone aussi de liberté qui s'ouvre d'une certaine façon quand même. Le corps de mode, c'est aussi un lieu à la fois problématique et un lieu de liberté. Michel Pastoureau. Oui, je crois qu'il faut insister pour terminer sur la façon dont cette époque est vraiment celle du paraître. Le paraître occupe le devant de la scène. C'est vrai du vêtement, c'est vrai de l'image, c'est vrai des terrains qui me sont familiers, l'héraldique et l'emblématique, les insignes, les marques de toute nature. Il faut savoir à qui l'on a affaire, reconnaître les individus et en même temps, comme vient de le dire Jacques Chiffolo, sortir de ces codes pour acquérir une certaine liberté. On est dans une période d'effervescence, de tourbillon, où la femme n'a pas encore tout à fait trouvé sa place. Il va falloir attendre plusieurs générations avant que dans la vie de cour, les femmes jouent un rôle qui soit central. Ce sera pour le siècle suivant. On est dans une période de turbulence en tout domaine, y compris dans le vêtement. Les deux textes qu'avec Odile Blanc je vous propose pour terminer notre débat nous ramènent au début de cette histoire. Ce sont des textes du milieu du XIVe siècle. Bien entendu, ils nous proposent ce dont nous venons de parler en dernier lieu, masculin-féminin. Mais en même temps, ils nous montrent comment,
Au début, sur le bord de cette explosion vestimentaire, de cette révolution du costume, les hommes, en quelque sorte, prennent leurs précautions avec les femmes. Ils leur demandent de garder modestement leur rang et leur modestie vestimentaire. En quelque sorte, cela leur sera peut-être plus facile, à eux, les hommes, de se lancer dans les aventures de la révolution vestimentaire. Le premier texte, c'est encore le Chevalier de la Tour-Landry, 1371 donc. C'est des extraits d'un débat entre le sire de Beaumanoir et une dame. Nous allons y retrouver le thème de la concurrence vestimentaire selon les nations françaises et anglaises, selon les États, servantes et dames nobles. Le second texte, c'est un extrait du Ménagier de Paris de la même année, 1371, où, qu'est-ce qu'il faut dire, un vieux barbon, dit à sa femme qu'elle doit être essentiellement, elle, une bonne ménagère et s'habiller d'une façon qui ne puisse tenter personne et se réserver pour son vieil époux. Beau cousin, je viens de Bretagne, et j'ai vu belle cousine votre femme, qui n'est pas parée, ni sa robe arrangée comme celle des dames de Guyenne et d'autres lieux, car les bordures de ses corsets et de ses chaperons ne sont pas assez grands, ni de la guise qui court à présent. Madame, pensez-vous que je refuse qu'elle soit aussi bien vêtue que les bonnes dames du pays ? Mais je ne veux pas qu'elle change l'état des prudes femmes et des bonnes dames de l'honneur de France, qui n'ont pas pris l'état des amis et des servantes des Anglais et des gendarmes de leur compagnie. Car ce furent celles-ci qui, premièrement, amenèrent l'usage en Bretagne des grands parements de fourrure, des corsets fendus sur les côtés et des pans flottants. Je suis de ce temps et vis ces choses. Donc, je tiens à déconseiller à mes filles d'adopter les usages de telles femmes en premier, quand bien même la princesse et autres dames d'Angleterre, qui sont venues longtemps après, les suivent à bon droit. J'ai toujours entendu dire aux sages que toute bonne dame doit tenir l'état des bonnes dames du royaume dont elle vient, et que les plus sages sont celles qui adoptent les nouveautés en dernier. Gardez que vous soyez honnêtement vêtus, sans induire nouvelle devise et sans trop ou trop peu d'ostentation. Et avant que vous quittiez votre chambre ou hôtel, assurez-vous que le col de votre chemise, de votre blanchet, de votre cotte ou de votre surcot ne dépasse l'un sur l'autre, comme on le voit faire à certaines ivrognes, folles ou ignorantes, qui ne tiennent aucun compte de leur honneur, ni de l'honnêteté de leur état et de leur mari, et vont les yeux grands ouverts, la tête épouvantablement levée comme un lion, les cheveux dépassant de leur coiffe, les cols de leur chemise dépassant sur celui de leur cotte, la démarche hommasse et le laid maintien devant les gens sans en avoir honte. Et quand on leur parle, elles s'excusent avec diligence et humilité et disent qu'elles sont si diligentes et travailleuses qu'elles ne tiennent compte d'elles-mêmes. Mais elles mentent. Elles tiennent si grand compte d'elles-mêmes que si elles se trouvaient en honorable compagnie, elles ne voudraient pour rien au monde être moins servies que leurs égales en lignage, ni recevoir moins de salutations, révérences et haut parler. Ce dont elles ne sont pas dignes, en ne sachant garder l'honnêteté de leur état, non seulement pour elles, mais pour leur mari et leur lignage, à qui elles font honte. Gardez donc, belle sœur, que vos cheveux, votre coiffe, votre couvre-chef et votre chaperon, comme le reste de vos atours, soient bien mis et simplement ordonnés de sorte qu'aucun de ceux qui vous voient n'en puisse rire ou s'en moquer. Car on doit vous considérer comme un exemple de bonne aloi, simplicité et honnêteté.
C'était les Lundis de l'Histoire, débat animé par Jacques Le Goff avec Odile Blanc, Jacques Chiffolo et Michel Pastoureau à propos de l'ouvrage d'Odile Blanc, Parades et parures, l'invention du corps de mode à la fin du Moyen-Âge, une étude de la transformation des habitudes vestimentaires autour de 1400. Édition Gallimard. Première diffusion sur France Culture, 3 mars 1997.